Bonjour et bienvenue dans le podcast En mode circulaire de la chaire Tech & Care. Dans ce podcast, issu d'une recherche académique financée par l'ADEME et la région Hauts-de-France, nous analysons les différents business models circulaires dans la mode et leur appropriation par les consommatrices et les consommateurs. De la seconde main à la location, en passant par l'upcycling et la sobriété, nous discutons des enjeux de la mode circulaire. Je suis Chloé Cohen, journaliste et créatrice du podcast Nouveau Modèle sur la mode responsable et engagée. Et pour cet épisode du podcast En mode circulaire, je reçois Isabelle Robert, cofondatrice de la chaire Tech & Care et maître de conférences en sciences de gestion à l'IAE Lille. Et Maud Herbert, cofondatrice de Tech & Care et professeure de marketing à l'Université de Lille. Au programme de ce 5e épisode, une analyse des business models de l'upcycling. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isabelle et Maud, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'upcycling et on va commencer avec un état des lieux de l'upcycling. Bonjour Chloé, nous aussi on est heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler de l'upcycling. Alors l'upcycling, c'est vrai que peut-être qu'on peut commencer par une rapide définition. En fait, on sait que le mot upcycling, ça veut dire recyclage par le haut. Alors, on utilise aussi un autre mot un peu plus français, qui est surcyclage. On le définit globalement comme un surplus de valeur, en fait, qui est généré par le fait de revitaliser des objets, des matériaux qui ont été mis au rebut. Donc, on décrit souvent l'upcycling un peu en opposition à ce qu'on appelle le downcycling. Le downcycling, en fait, c'est le déclassement. Et le déclassement, on va dévaloriser, on va presque détruire, en fait, le produit d'origine pour parfois récupérer les matériaux. Et donc, en fait, on a vraiment une destruction de la valeur initiale du produit dans le downcycling qu'on ne va pas retrouver dans l'upcycling. Pour aller un peu vite, on pourrait dire que l'upcycling, c'est de la récup avec embellissement. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour parler un petit peu d'un état des lieux, contrairement par exemple à la seconde main ou à la location, avec l'upcycling, on n'est pas vraiment sur un marché en tant que tel. On parle plutôt de pratiques circulaires et s'intéresser à l'upcycling, c'est s'intéresser finalement aux pratiques de délaissement des textiles et aussi à ce que le recyclage peut permettre en fait comme type de débouché pour la seconde vie des vêtements. Donc là, il y a quelques chiffres quand même qui sont intéressants à poser et qui sont d'ailleurs assez récents. Là, on a un rapport de Fashion for Good et de Circle Economy qui vient de sortir en septembre 2022 et ils ont plus ou moins étudié les flux de collecte de textiles en Europe. Alors, il y a un certain nombre de pays, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne, l'Espagne et l'Angleterre. Alors, il n'y a pas la France, mais sans doute par un problème d'accessibilité aux données, en fait. Mais tous ces pays-là, ils collectent en un an environ 1 700 000 tonnes de vêtements et de linge de maison. Ils sont comptabilisés en même temps. Qu'est-ce que nous montre ce rapport? C'est que la moitié de ce volume, il peut retourner vers une seconde vie d'occasion sans faire l'objet d'une manipulation quelconque. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce rapport, il révèle que sur ces 50%, il y en a que 10% qui retournent vers les pays concernés. Après, on sait que ça part ailleurs, en particulier en Afrique, mais aussi dans des pays comme l'Asie, la Turquie. Et donc, sur le reste, le rapport explique qu'actuellement, en 2022, on a seulement 2% du volume qui est capable de retourner vers le recyclage de fibre à fibre. Donc, cette idée, finalement, que on va, par le recyclage, recréer des fibres recyclées qui vont être réimplantées dans des vêtements en éco-conception, c'est pas que c'est un leurre, mais en tout cas c'est pas une réalité quelque part. Donc ce qui est intéressant aussi dans ce rapport, et c'était son but, c'était d'analyser la qualité technique des gisements qui étaient collectés. Et dans les faits, après cette analyse des textiles, ils expliquent qu'ils pourraient faire monter le recyclage mécanique et chimique à 500 000 tonnes. Alors 500 000 tonnes, c'est quoi? C'est environ 30% en fait de la collecte de textiles global, et c'est 23% de tout ce qu'on ramasse dans les bennes et autres. Alors là, c'est quand même intéressant parce qu'on voit qu'au maximum, en fait, on ferait du fil à fil, de la fibre à la fibre, pour 30%. On en a 50% qui part vers un marché de seconde main ou d'occasion. Et ben, il y a une zone grise, en fait.
cette zone grise des 20%, c'est des produits qui sont plus métables et qui sont pas revendables ni recyclables. Et donc, pour l'instant, en fait, c'est un peu, on sait pas trop quoi en faire. Et on sait par ce rapport que la remise en l'état des produits, ça représente même pas 0,1% des textiles qui est collecté. Donc, ça veut dire que les pratiques circulaires, elles peuvent se développer dans cette zone. Alors, en France, on peut ajouter aussi une conjoncture législative qui est la loi AGEC, qui est anti-gaspi. Et donc, on se retrouve en fait avec un gros gisement de vêtements qui arrive à la fois de chez les particuliers, mais aussi maintenant de chez les professionnels et qu'on peut pas détruire. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on pourrait se dire, on va les mettre avec les tissus à déclasser. Donc, le fameux downcycling. Le downcycling, c'est toujours d'après le même rapport, 14% du gisement collecté qui est déclassé. Bon, alors moi, ma grand-mère, elle avait une expression qui disait, on va jeter gras. Alors c'est le cas, parce que si en fait on met ces 20% avec le déclassement, en fait on détruit quand même potentiellement des produits qui ont encore de la valeur. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est exactement cette question-là en fait qui a motivé notre recherche sur l'upcycling. L'idée de Réseau Modeco, c'était d'explorer cette piste comme une possibilité en fait d'exploiter ces gisements qui pour l'instant sont un petit peu délaissés. Ok. Donc ça, c'était un peu un état des lieux général sur l'upcycling. Mais est-ce qu'on peut revenir aussi sur la différence entre upcycling et tout ce qui est recyclage, les autres R en fait? Alors effectivement, alors bonjour déjà Chloé. Alors si on fait référence au deuxième podcast dans cette série où on s'est focalisé sur les business models circulaires, effectivement on fait appel à la hiérarchisation des déchets. Et l'upcycling se situe sous le vocable du R de réutilisation, au même titre que la réparation, la seconde main, le reconditionnement, la remanufacture. Donc c'est une pratique qui contribue à la fois à ralentir et à fermer en fait les boucles de ressources. Alors maintenant, on a quand même des différences significatives entre le upcycling et la remanufacture et le upcycling et le recyclage. Alors concernant déjà la différence entre upcycling et remanufacture, l'upcycling c'est un processus qui consiste à développer un produit individuel, voire unique, nécessitant une intervention souvent manuelle, alors que dans le cadre des process de remanufacture, l'approche est d'autant plus industrielle, réalisée dans une usine, l'objectif étant que le processus soit reproductible. Une autre différence entre remanufacture et upcycling, c'est aussi lié à la fonction du produit final. Dans le produit upcyclé, on peut avoir une fonction, une utilisation finale totalement différente du produit initial, alors que le produit remanufacturé garde une fonction similaire au produit originel. Donc on a bien ces deux différences. Alors maintenant, entre la différence entre upcycling et recyclage, l'upcycling est considéré comme un cycle de valorisation plus vertueux, c'est-à-dire qu'il se rapproche davantage de l'économie circulaire que, je dirais, le recyclage est plus proche de l'économie linéaire. Vertueux parce que effectivement, le recyclage nécessite, je dirais, beaucoup plus d'intrants, c'est-à-dire matière et énergie, beaucoup plus de consommation d'eau et beaucoup plus émetteur. L'upcycling est moins énergivore et moins intense en matière, etc. Et puis, d'autre part, effectivement, pour ne pas faire ce distinguo entre les deux, le recyclage va généralement générer un produit de moindre valeur. Si on pense à l'upcycling, on va penser à intégrer des déchets pré- et post-consommation. Et dans le recyclage, effectivement, on va recycler les produits dans des produits de moindre qualité. Dans le domaine du textile, ça va être dans les chiffons industriels, les matériaux isolants, les tissus d'ameublement, et même les fibres qu'on va recycler vont être de moins bonne qualité, entre guillemets, parce que, comme on le sait tous, on va avoir des fibres plus courtes, ce qui fait qu'à ce jour, on est obligé de les mêler avec des fibres vierges beaucoup plus longues pour avoir des produits plus résistants. Donc, on voit bien ce différentiel. Alors, l'upcycling, en fait, ça génère quoi? Ça génère un marché, effectivement, à ce jour, un marché de niche
qui est basé presque sur des produits uniques, des collections capsules très réduites, et donc circonscrit à un nombre d'acteurs assez restreint, sachant qu'en France, le upcycling s'est développé relativement récemment, et les pionnières dans le domaine sont effectivement Gaëlle Constantini, qui lance son activité en 2009, et puis effectivement Anaïs Dautet, ou Armel, qui est fondatrice des Récupérables en 2014. Donc c'est très récent, et on a vu fleurir sur le marché des business models sur l'upcycling pendant la période de confinement. Ça a été aussi un moment de réflexion, mais on sait très bien qu'au niveau de l'offre, c'est très très récent. Alors bien évidemment, on va pas dire que l'upcycling est quelque chose de nouveau. On le pratique depuis, j'imagine que l'homme est sur la terre, et que globalement on avait quand même l'upcycling consommateur. Rappelons-nous, effectivement, l'upcycling est fortement développé dans des pays du Sud où on est dans l'informalité, tout est récupéré, rien ne se jette, etc. Donc c'est pas nouveau. Par contre, que ça soit accaparé par des acteurs qui en font des business models, c'est un phénomène nouveau. Donc on comprend bien les spécificités de l'upcycling par rapport aux autres, au reste, mais quels sont les business models maintenant de l'upcycling et les facteurs clés de succès? Oui, alors parallèlement aux autres podcasts, nous on en a identifié 4, même si effectivement c'est un tout petit marché, mais il y a quand même des différences significatives. Il y a un premier business model qu'on a appelé le modèle puriste, qui s'est développé sur la valorisation des déchets post-consommation, c'est-à-dire la seconde main de vêtements et de linge de maison. Là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, même dans le jargon des créateurs, des créatrices, ce modèle puriste, le vrai upcycling. On a un deuxième business model qui, là, s'est beaucoup plus focalisé sur la récupération du gisement pré-consommation, c'est-à-dire les fins de rouleau, les déchets qui sont je dirais, chez les fabricants, au sein des marques, au sein des enseignes. Donc là, c'est vraiment celui qui a le vent en poupe en ce moment. Un troisième business model qui est plutôt serviciel et qui est orienté, je dirais, upcycling consommateur, où là, le consommateur va avoir une part active dans le business model, puisque ces business models ont pour objectif de doter les consommateurs de compétences pour créer eux-mêmes leur propre, revisiter leurs propres vêtements, leur donner des outils pour faire du upcycling consommateur. Donc aussi les doter de compétences en matière de couture. Ce qui fait qu'on a aussi une hybridation actuellement entre des business models upcycling et des business models liés à la réparation, à la couture. Et puis on a un quatrième business model qui est, comme dans les autres, un business model orienté B2B, qui s'est développé récemment et qui va aider les créateurs, notamment à accéder à un gisement de matière. Notamment, ce sont toutes les plateformes qui vont mettre en relation des créateurs, des marques, des fabricants, et qui vont permettre effectivement d'accéder plus particulièrement à ces fins de rouleau. Et puis, dans ce même registre de business model B2B, on a des business models qui vont être liés à l'accompagnement des retailers, c'est-à-dire que les retailers ont vu qu'ils avaient des stocks dormants et n'ont pas les capacités ou la formation pour les développer. C'est de se dire comment en fait ces entreprises vont développer des capsules ad hoc en lien avec des entreprises qui vont les aider. Alors, je vais revenir maintenant plus spécifiquement sur ces 4, en étant quand même assez succincte. Donc, le premier business model, je disais le modèle puriste, qui a été initié effectivement par Gaëlle Constantini et puis par la fondatrice des Récupérables. Toutes les deux sont hyper sensibilisées par effectivement ces tonnes de déchets qu'elles ont pu découvrir par leur propre expérience. Et on commençait en fait les business models de l'upcycling à partir de la seconde main de vêtements.
Et donc, on peut pas industrialiser ce processus, c'est-à-dire que chaque pièce est unique, va demander un travail de design, de conception bien particulier. Ce qui fait que les trois, je dirais, ressources clés, c'est déjà d'accéder au gisement, donc de créer des réseaux avec des collecteurs, de savoir qu'est-ce qui est intéressant à upcycler. La deuxième chose, c'est tout ce qui va être design, puisqu'en fait là, on va inventer un design à partir d'un déchet post-consommation, donc la conception du vêtement est totalement différente. Et puis ensuite, la confection. Et là, on verra que la confection dans le upcycling, elle transite énormément par des établissements adaptés, des ESAT, c'est-à-dire qu'on va passer par, je dirais, des établissements qui vont intégrer des salariés en situation de handicap ou qui sont dans le registre de l'économie sociale et solidaire. Alors, tous ces éléments font qu'effectivement, il y a quand même des grosses difficultés. Et on a vu petit à petit, même chez ces pionnières, un glissement vers, alors je dirais pas un processus industriel, mais vers non pas faire du upcycling à partir des vêtements, même si elles continuent à le faire, de seconde main, mais du linge de maison de seconde main. On voit bien les récupérables avec notamment les rideaux, etc. De même Gaëlle Constantini avec les draps. On a des plus gros métrages. C'est beaucoup plus facile à mettre en place. Donc, alors, bien évidemment, ce upcycling, qui est basé sur un sourcing assez incertain, vont offrir des propositions de valeur assez minimalistes, souvent centrées sur une monomatière ou monoproduit, à l'instar des chaussettes orphelines, de trop bien ou de la vieille belt. On va se focaliser sur un produit. La vieille belt, c'est effectivement le caleçon à partir des draps, et donc on va avoir une offre assez, je dirais, une gamme assez étroite. Et on est quand même dans des produits uniques qui ne se ressemblent pas et qui ont une profondeur de gamme très restreinte. Alors tout ça a conduit effectivement au deuxième business model qui est basé sur la valorisation des déchets textiles pré-consommation, ou ce qu'on dénomme dans le langage courant les stocks dormants. Un joli nom qu'on donne à ces produits. Alors, je reviens sur ce point. Alors, qu'est-ce qu'on prend en compte? Ce sont des tissus présentant des défauts ou simplement les restes d'une commande en volume qui vont constituer en fait les invendus de l'amont et qui encombrent les entrepôts. Et ces produits, donc, à plus grand métrage, vont permettre effectivement à ces créateurs et à ces créatrices d'offrir une proposition de valeur, je dirais, pas plus industrielle, mais un peu plus enrichie, puisque là, on va pouvoir effectivement constituer des collections capsules. Et on a vu arriver un nouvel acteur qui sont les enseignes. Et notamment certaines enseignes qui avaient des fins de rouleau, aussi bien chez leurs fournisseurs qu'au sein de leurs entrepôts, et qu'on commençait à développer des collections capsules. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces gammes perdurent. C'est-à-dire que là, on commence à voir des distributeurs intégrer de façon plus systématique l'idée de réutiliser les fins de rouleau pour faire une gamme plus pérenne. Alors, l'accès au sourcing étant moins incertain et moins instable que dans le business model précédent, comme on part sur des fins de rouleau, des surplus de commandes, effectivement, on a des couleurs, des tissus différents, mais on peut faire effectivement des patrons types, ce qui permet de passer à une échelle supérieure. Alors, si on regarde les facteurs clés de succès de ces deux premiers business models, puisque les deux autres sont quand même très différenciants, les facteurs clés de succès, comme je le soulignais, vont être focalisés sur le gisement. C'est l'accès au stock. Donc, ça veut dire tisser des relations assez poussées en amont avec un certain nombre de fournisseurs, avoir effectivement des relations singulières avec des collecteurs pour
je dirais, sensibiliser ces derniers à leur laisser en fait les fonds de rouleau. La construction d'un écosystème tant amont que aval, parce qu'en fait, ces créateurs ont besoin aussi d'être reconnus sur le marché. Donc là, on voit bien qu'elles s'inscrivent toutes dans l'écosystème de la mode circulaire et elles vont être actives, je dirais, dans les réseaux qui vont promouvoir cette mode responsable et éthique. Un troisième facteur clé de succès, c'est effectivement un métier de styliste qui change complètement, et aussi de modéliste, puisqu'en fait, on réinvente ces métiers. C'est totalement différent de partir de fin de rouleau, de partir de vêtements de seconde main pour concevoir des vêtements. Ça nécessite chez les stylistes un changement de logiciel. Et puis aussi, bien évidemment, on sait qu'on est dans la mode, la reconnaissance d'un style particulier. Si vous n'avez pas un style singulier dans le upcycling, effectivement, vous avez peu de chances de rencontrer une demande prolixe. Alors, on voit aussi naître aujourd'hui un troisième business model que nous, on a dénommé upcycling serviciel en B2C. Comme je le soulignais tout à l'heure, là, l'idée, c'est d'accompagner les consommateurs à réinventer l'upcycling consommateur, c'est-à-dire à leur redonner des outils pour que chez eux, ils puissent, je dirais, transformer leurs propres vêtements. Alors là, on a des propositions de valeur multiples. C'est la proposition d'un upcycling personnalisé à partir des vêtements possédés par les clients. Je pense tout particulièrement à Gaëlle Constantini, qui souhaite récupérer les draps de ses consommatrices pour les personnaliser en short, en pyjama, etc. C'est-à-dire que là, on va repartir du gisement du consommateur. D'autre part, on a d'autres créateurs comme Maison Jomy, où là, on va proposer un modèle freemium, c'est-à-dire un premier modèle où les consommateurs vont demander de l'aide. J'ai ce vêtement que j'adore au niveau du tissu, etc. Comment on peut le upcycler? Et là, en fait, elles vont faire des propositions qui se feront à titre gracieux. Mais par contre, le business model, il est basé sur la confection, à la réalisation de ce upcycling. Donc, c'est dans un premier temps, à titre gracieux, donner des idées pour upcycler leurs propres vêtements, mais dans un deuxième temps, effectivement, c'est le réaliser. La deuxième proposition, c'est d'offrir des box do it yourself. Alors, à l'instar aussi de box, je dirais, où vous faites vous-même votre vêtement, mais là on est dans l'upcycling, se dire voilà, je vais vous donner des patrons, je vais vous donner des fils de couture, des boutons, etc. pour apprendre à upcycler vous-même votre jean, votre veste, etc. Donc là on est vraiment dans l'idée de transmettre des compétences et de démocratiser l'upcycling auprès des consommateurs. Et puis la troisième proposition de valeur, qui sont souvent concomitantes, elle repose sur la vente de formations et d'ateliers upcycling. Là, on conçoit ensemble auprès des particuliers afin de leur transmettre des techniques d'upcycling. Alors, en fait, globalement, on a deux business models qui se dégagent. On pourrait les dénommer un upcycling 2.0 qui est davantage vers un modèle plus industriel où on va valoriser les stocks dormants et les fins de rouleau. Et là, on va commencer à avoir des process un peu plus poussés. Et puis, la deuxième voie, c'est un modèle plus serviciel où là, on va aider à accompagner les consommateurs à développer leur upcycling, à redonner l'envie de créer chez les consommateurs qui quelque chose qui s'est un peu perdu, qui revit aujourd'hui avec aussi tous les business models de la réparation. Alors, tout ça, dans notamment le premier, c'est-à-dire l'upcycling un peu plus industriel, a été aidé par le quatrième business model en B2B, et notamment par rapport à ces plateformes spécialisées dans la revente de matières textiles pré-consommation non utilisées, que sont ces plateformes Adapta, Uptrade, Nona, etc., qui, elles, ont bien senti qu'il y avait un besoin chez les créateurs d'avoir accès à ces déchets pré-consommation de façon facilitée.
et on voit effectivement la mise en relation entre ces créateurs, ces marques, ces fabricants. Ça c'est vraiment intéressant. Et puis un deuxième business model qui est, comme je le disais tout à l'heure, d'accompagner les distributeurs, d'accompagner les enseignes. Certaines le font en interne, mais beaucoup n'ont pas les moyens, comme on l'a vu par rapport à la location, la seconde main, où on va transiter par des intermédiaires qui maîtrisent davantage, je dirais, le process, et qui ont pour ambition en fait de modéliser l'ensemble de la chaîne de redesign en offrant, je dirais, des formations, en les épaulant sur des prototypes, puisqu'en fait, globalement, on peut aussi essayer de standardiser cet upcycling. Et je pense plus particulièrement à Modimalisme, qui est situé en Hauts-de-France et qui travaille à épauler les retailers dans leur réflexion sur le upcycling. Et alors, donc là, on a identifié un petit peu les différents business models, les facteurs clés de succès. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les freins et les obstacles à lever ? Alors effectivement, comme je le soulignais, c'est quand même un marché de niche, comme vous en doutez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a énormément de freins, beaucoup plus de freins que ce qu'on a déjà recensé pour la seconde main et la location. On a des freins dans la collecte de matières premières, on a des freins dans la chaîne de production, on a des freins socio-culturels. Donc, je vais pas le répéter, mais tout ce qui est approvisionnement était quelque chose de chronophage pour les créateurs, hypothétique, avec une grande variabilité dans la quantité, dans la qualité des matières premières. Alors, par contre, ça nécessite aujourd'hui aussi la digitalisation des stocks, notamment au niveau des marques et des distributeurs, pour savoir quels sont les fins de rouleau, etc. qu'ils ont, soit dans leurs propres entrepôts, soit chez les fabricants. On a aussi des freins au niveau de la confection, puisqu'en fait, on manque d'ateliers de fabrication. C'est pas toujours évident de travailler avec des établissements adaptés, des ESAT, des ateliers solidaires, parce qu'il faut les accompagner. Ça nécessite aussi une montée en compétences. La longueur du processus de confection, faut être c'est quelque chose qu'on peut pas déléguer si facilement. Il y a vraiment une relation très très proche entre le styliste, le créateur et effectivement ces ateliers de confection. Une productivité bien évidemment moindre, puisqu'on peut pas travailler en matelassage. Donc effectivement, chaque produit est pratiquement unique. Et puis on a un vide juridique aussi, c'est la certification de la composition des produits. D'où viennent-ils? Des problèmes aussi juridiques quand on utilise des fins de rouleau qui émanent de grandes, de grandes maisons, etc. Donc on a aussi ces freins. Et puis les freins socio-culturels qu'il faut lever, parce qu'en fait dans l'esprit d'un consommateur, et ça je pense que Maud va en parler, on associe souvent le produit upcyclé à un produit de seconde main. C'est-à-dire que pour le consommateur, c'est quand même un produit issu d'une première vie. Or, les créateurs disent pas vraiment, parce qu'en fait on le dote d'une nouvelle valeur. En fait, on recrée complètement un produit. On a aussi des freins qui sont liés à la montée du upcycling washing, c'est-à-dire que Maud en parlera tout à l'heure, mais c'est cette question de mélanger les termes. Upcycling, c'est plus sympa que recyclage. Donc voilà, on a quand même une multitude de freins qu'il va falloir lever pour atteindre, je dirais, une échelle. Et le plus gros problème, effectivement, c'est ce qu'on appelle le scale-up, c'est de passer à un processus un peu plus industriel. Et là, effectivement, les freins sont quand même relativement importants. Ouais, c'est intéressant. Et on va faire le lien avec la prochaine question directement avec Maud sur comment les consommatrices et les consommateurs s'approprient l'upcycling et les différents business models qu'on vient d'évoquer. Alors effectivement, c'est pas si simple de travailler l'upcycling avec les consommateurs et leur appropriation. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'Isabelle l'a bien dit, l'upcycling en fait, ça recouvre des pratiques de consommateurs qui existent depuis toujours, mais qui sont pas énoncées par eux sous le terme upcycling. Ça peut être de la récup, reprise, customisation. Enfin bon, ils utilisent pas forcément le terme upcycling. Et de l'autre côté, on a l'upcycling un peu professionnel qui se définit en fait en temps réel autour de pratiques d'entreprise qui sont plutôt des pratiques de niche. Donc en fait, notre objectif, ça a été de comprendre non pas ce que les consommateurs faisaient, mais comment en fait ils percevaient et ils comprenaient le terme upcycling sur le marché du textile.
Alors, on a avancé pas à pas parce que c'était pas aussi facile à comprendre, et donc on a accumulé en fait des études auprès des consommateurs pour pouvoir cerner la problématique. On a commencé par ce qu'on appelle du quanti exploratoire auprès de 180 personnes qu'on a interrogées, puis ensuite on a fait des entretiens qualitatifs. Et au fur et à mesure, on est ensuite allé vers des groupes de travail et de l'analyse sémiotique en fait pour voir ce qu'on pouvait construire comme imaginaire autour de l'upcycling. Alors qu'est-ce qui est ressorti en fait de toutes ces études? Des premières études, on a bien constaté que l'existence en fait et la signification de l'upcycling, c'était quasiment inexistant en fait dans l'ensemble des échantillons qu'on interrogeait. Pour donner un petit chiffre, alors on était sur 180 personnes interrogées, c'était pas un échantillon représentatif, mais il y avait à peu près 1 personne sur 5 qui connaissait le terme. Donc voilà, il l'avait déjà entendu, mais il y en avait que 3% en fait qui arrivaient à donner une réelle définition. Donc et ça c'était assez récurrent en fait dans l'ensemble de nos groupes de travail aussi. Au départ, en fait, les gens ont une vague idée de ce que ça peut être, mais derrière en fait, il y a rien qui arrive quand il s'agit de le définir ou de l'utiliser. Alors ça apporte un nom, ça s'appelle avoir un vide cognitif en fait chez les consommateurs. Donc il fallait en fait travailler avec eux sur la redéfinition du sens de l'upcycling. Alors, on a quand même continué à essayer d'explorer les associations en fait qu'ils pouvaient faire avec ce terme, avec des associations, notamment des jeux d'associations libres de mots. Et là, c'était quand même une surprise, mais sans l'être. En fait, évidemment, instinctivement, la plupart du temps, le mot upcycling, par sa racine étymologique aussi, est associé au recyclage. Et il y a une forme de réalité, puisqu'on sait que c'est bien le cas aussi dans la littérature un peu industrielle. Donc, on avait quand même 1 personne sur 2 qui était tout le temps en train de dire oui, c'est un type de recyclage. Et puis après, on avait 20% de nos échantillons qui disaient c'est récupérer un déchet. Donc, le mot déchet aussi arrivé assez vite dans l'imaginaire des consommateurs. Et par contre, l'idée de donner une nouvelle vie, créer, transformer, c'était bien plus mineur en fait. Et donc la valorisation était quand même pas quelque chose qui arrivait très vite dans nos recherches. Alors qu'est-ce qui se passe? À partir de là, il faut essayer de comprendre si le vide cognitif peut se combler. Alors en marketing et dans la vie en général, la nature a horreur du vide. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, les consommateurs, ils vont chercher des informations et ils vont réinterpréter ce que le marché leur explique et leur donne comme information. Et là, ce qu'on observe, c'est une sorte de glissement sémantique de la part des gros acteurs du marché et en particulier de la fast fashion qui va en fait aller utiliser le mot upcycling pour revaloriser en fait ce qui est du pur recyclage. Et on l'observe aussi dans nos analyses en fait sémiotiques. On voit bien que finalement on va avoir par exemple Zara qui va mettre des vidéos sur son site internet où ils vont expliquer comment la transformation de bouteilles en plastique en fait c'est de l'upcycling. Alors que pas du tout. On sait bien que ça n'en est pas la définition. Et en fait cette association, ce glissement sémantique, il vient combler un peu le vide. Et puis, c'est assez dommageable en fait pour les business models de l'upcycling et leur appropriation parce que ça renforce cette idée que l'upcycling, ça va chercher du déchet. Et on sait, notamment dans la littérature sociologique, que le déchet en fait, il est impur. Donc le rapport à l'objet, il est tout de suite un peu dégradé par cet imaginaire autour du détritus. Donc ça, on le retrouvait assez régulièrement, et c'est très problématique parce que les consommateurs, ils aiment bien en fait travailler par ce qu'on appelle chaînage cognitif, c'est-à-dire une idée en entraîne une autre, etc. Et donc en fait, on voit bien que le chaînage cognitif un peu principal pour l'instant chez les consommateurs, c'est recyclage, déchets. Et donc ça met l'accent sur une autre problématique de l'upcycling, c'est cette idée que le prix en fait est compliqué à comprendre. Alors Isabelle le disait bien tout à l'heure, c'est quoi un produit upcyclé? C'est un produit qui a une seconde vie. Bon, c'est un peu comme un produit de seconde main. Ah oui, mais entre-temps, il a quand même
fait l'objet d'une revalorisation par tous ces acteurs de l'upcycling. Sauf que le consommateur, il a du mal à comprendre qu'il faut payer pour cette revalorisation. D'autant plus qu'on a des gens qui vont par exemple vous dire « Oui, mais ils l'ont pas payé leur matière première ». Donc on voit en fait qu'il y a des raisonnements un peu inversés avec, comme toujours dans le textile, une prédominance aussi du prix pour établir la valeur de l'objet qui ampute en fait un peu la diffusion des produits upcyclés. Voilà, et ça, on l'a de façon assez concrète dans nos données. Pour l'instant, c'est difficile pour un consommateur de considérer qu'il faut mettre le prix pour ce type d'objet. Alors, sur certaines catégories, comme notamment dans le business model de l'upcycling un peu puriste, ça c'est parfois un petit peu plus facile à faire comprendre parce que justement les matières premières sont plus précieuses, elles viennent des grandes maisons, etc. Donc là, il y a un sentiment de valorisation de la matière première, mais globalement, en fait, ça n'aide pas les acteurs de l'upcycling à pouvoir avoir on va dire une offre qui est valorisée dès le départ. Alors, quand on travaille un petit peu avec eux sur ce que nous on appelle les ancrages discursifs, c'est-à-dire quels sont les éléments positifs qu'on pourrait associer à l'upcycling? On a 4 points qui sont ressortis quand même dans nos recherches. Alors, on a utilisé des techniques un peu projectives, donc on les a fait travailler sur des portraits chinois, sur de la métaphore. Donc, c'était l'idée de décaler un peu et d'ouvrir un peu l'univers. Notamment d'essayer de trouver des éléments collectifs. Donc, on a par exemple des notions comme l'espoir, parce que en fait, l'upcycling, c'est une sorte de renaissance en fait du produit. On a aussi une connotation du côté de la régénération et de l'utilité retrouvée. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut suivre aussi un petit peu toute cette tendance du régénératif qui est plus positif en termes d'imaginaire. Après, c'est intéressant de voir arriver aussi 2 autres éléments qui sont la sauvegarde. Alors la sauvegarde, c'était quelque chose qu'on voyait apparaître, c'est-à-dire on sauvegarde ses richesses, on ne jette pas, on sauve en fait les produits. Et puis une collaboration en disant mais en fait c'est quelque chose qui justement, et là on le retrouve aussi dans la grande collaboration qu'on demande à dans certains modèles aux consommateurs, c'est-à-dire il faut qu'ils s'impliquent en fait dans cette revalorisation et dans cette sauvegarde. Donc ça, c'était intéressant de voir qu'il y a quand même quelques éléments qui sont relativement positifs. Et enfin, il y a peut-être un dernier point qu'on peut soulever quand on fait l'analyse un peu sémiotique donc là, c'est plutôt à base de visuels, c'est-à-dire quand on tape upcycling, sur quoi on tombe en termes de visuels, notamment par exemple sur Google. Donc là, on a des grandes séries de photographies et en fait, il y a quelque chose qui est assez prégnant. C'est sur les produits, c'est que l'upcycling est symbolisé par le patchwork. Et alors le patchwork, quand on s'y intéresse un peu historiquement et culturellement, il est très riche de connotations parce que il offre en fait cet ancrage un peu historique et qui permettrait de développer un univers, une intelligence collective en fait autour de l'upcycling. Pourquoi ? Parce que le patchwork, c'est un objet de patrimoine culturel justement. Donc quand on parlait de sauvegarde, ça résonne un peu avec cette idée-là. On sait par exemple qu'aux États-Unis, le patchwork a une vraie signification culturelle, mais dans plein d'autres cultures aussi. Le patchwork, c'est souvent d'ailleurs en fait par exemple les vêtements de la famille qui ne sont plus bons à être reprisés et dont on va reprendre des morceaux pour constituer une couverture qu'on va se passer de génération en génération. Donc, il y a bien cette idée de quelque chose de précieux qu'on doit sauvegarder. Et puis, c'est la mise en visibilité aussi de l'assemblage des tissus. Donc ça aide à faire comprendre l'artisanat qu'il y a aussi et le sentiment d'unicité du produit que véhicule l'upcycling. Ça met donc du coup en avant beaucoup la technique et le savoir-faire artisanal. Donc ça, c'est plutôt positif aussi par rapport à ce que Isabelle a pu expliciter. Et ce qui est intéressant, c'est cette logique de durabilité, de transmission qui fait que ce sont des produits qui s'inscrivent dans un temps long. Et donc, quand on va acquérir ce produit-là, sa valeur, elle s'inscrit aussi dans ce temps long. Donc, ça aide à contrebalancer ces tergiversations que les consommateurs peuvent encore avoir par rapport à la valeur de l'upcycling. Ouais, c'est intéressant. On sent que ça chamboule un peu notre rapport à la mode finalement. Oui, c'est sans doute, en fait, c'est pour ça que c'était intéressant aussi pour nous de vraiment s'arrêter sur cette pratique circulaire, c'est-à-dire que l'upcycling, il peut avoir un potentiel de revalorisation du produit et qui fait prendre conscience aussi
de l'artisanat, de la façon en fait autour du produit, qui est quelque chose qui a complètement été effacé par les pratiques de la fast fashion en particulier. Ouais. Et alors peut-être pour conclure, pour terminer sur l'upcycling, quelles sont les dérives potentielles de l'upcycling ? Alors, à l'instar de ce qu'on a pu émettre par rapport au business model de la seconde main, notamment en ligne, effectivement, l'émergence récente de ces plateformes de revente de matières textiles pré-consommation qui est non utilisée, la crainte qu'on peut avoir, c'est une ouverture internationale. C'est que on puisse accéder à des fins de rouleau, à ces déchets pré-textiles, un peu aux quatre coins du monde. Donc là, même, je dirais, même clignotant que la seconde main, attention à ce qu'on ne fasse pas venir en ayant une empreinte carbone assez élevée du fait de la livraison un peu tout azimut de ces produits. Bon, c'est une petite dérive potentielle. La plus grosse dérive, elle est la suivante, c'est comme tout bon déchet, l'invendu le plus vertueux, c'est lui qui n'est pas produit. Et derrière ça, c'est de se dire, faut pas penser que l'upcycling, c'est la solution à l'invendu. C'est de se dire, c'est pas grave, d'occulter, en fait, la question des invendus dans les entreprises, puisqu'on a trouvé la solution miracle. La montée en puissance de la lutte contre le gaspillage vestimentaire amont, à travers la mode 4.0, la production à la demande, la production à la commande, la co-création avec les consommateurs, combinée effectivement avec ces business models circulaires qui traitent le déchet déjà utilisé, donne l'espoir, en fait, d'une mode réduisant les invendus sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est pourquoi, avec Maud, on se dit que dans nos rêves les plus fous, le business model de l'upcycling, c'est un business model temporaire, notamment ceux qui sont en lien avec le business model sur les stocks dormants, sur les fins de rouleau, puisque à terme, si les entreprises gèrent bien, il y aura zéro déchet. Bon, c'est pas tout de suite, mais ça veut dire qu'on repartira plutôt sur du upcycling réalisé sur des déchets post-consommation. Et ce qu'on espère aussi, c'est qu'il y a un réenchâssement de la part du consommateur. Donc voilà, les signaux à pointer en disant attention à ne pas tomber dans ces écueils-là, à se dire super, l'upcycling donne une solution à nos invendus pré-consommation. Oui, finalement, il ne faut pas que ce soit une excuse pour continuer à surproduire, mais de toute façon, on va parler de sobriété dans un prochain épisode. Donc, merci infiniment, Isabelle et Maud, pour toutes ces informations sur l'upcycling. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et merci à l'ADEME et à la région Hauts-de-France pour leur soutien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le recommander autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page de la chaire Tech & Care sur LinkedIn pour suivre les actualités de la mode circulaire. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast En mode circulaire.